Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 105 « Je comprends les bienfaits de la générosité ». Avant de commencer, si vous aimez notre podcast, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Non seulement nous sommes ravis de les partager, mais en plus, ça nous encourage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et dans plus de 80 pays. Yahoo, ça m'impressionne. Alors à tous les francophones, de l'Australie au Brésil, en passant par le Québec, les États-Unis et la Russie, je vous dédicace cet épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Avez-vous pensé à prendre du temps pour vous ces dernières semaines? Vous savez, vous arrêter, prendre le temps de faire silence, de penser à vos projets, à vos désirs, à votre histoire. Oui, mais bon, et les autres dans tout ça? Alors oui, je suis encouragée à être épanouie dans ma vie pro, à trouver ma mission de vie. Et dans la sphère familiale, à être en même temps une mère qui dépote et une mère attentive aux besoins de ses enfants. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, être un peu égoïste et même encouragée, ou plutôt largement déculpabilisée. À l'inverse, certains trouvent tout cela bien trop nombriliste. Ce retour à soi est-il compatible avec l'attention portée aux autres, avec la générosité? Et là, ça me chicote. Si je donne trop, on me dit que je frôle le burn-out. Et si je ne donne pas assez, c'est moi qui ne me sens pas très bien. Alors, être généreux, qu'est-ce que cela veut dire au fond? Alors la générosité, qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup explorer les définitions du CNRS qui mettent en ligne un lexique vraiment poussé, illustré de beaucoup de citations et d'extraits littéraires. Au mot générosité, je lis plusieurs explications. La première, c'est la grandeur d'âme, oubli de soi, qualité de celui ou celle qui est enclin à s'occuper des autres sans préoccupation d'intérêt personnel. Et hop, en plein dans le mille, dès la première ligne, on voit bien que la générosité est l'opposé de l'égoïsme. Et encore plus intense, la deuxième, c'est, je cite, « une disposition à la bienveillance, à la bonté, au pardon ». J'ai pu lire aussi que la générosité était une disposition à donner largement avec libéralité, à l'inverse de l'avarice. Ces 3 variations nous montrent bien que la générosité est avant tout immatérielle avant d'être matérielle. En effet, il n'est pas seulement question d'argent. Je peux être généreux en temps, en écoute, en service rendu, en attention portée à quelqu'un. Vous m'avez déjà entendu, nous sommes faits pour être heureux, et plus nous sommes heureux, plus nous pouvons rendre les autres heureux. Et puisque nous citons un grand homme, j'ai envie de vous parler du grand philosophe grec Sénèque, qui cerne bien notre mission quand il dit que la fonction de l'homme est de pratiquer la bienfaisance. Alors voilà, le tableau est vaste, il est beau, il donne envie. Toutes les définitions convergent à souligner la dimension positive et bienfaisante de la générosité. Comme si c'était une vertu nécessaire pour être heureux. Il est vrai que nous pouvons trouver cela ambitieux. Et puis surtout, comme nous le disions en intro, toute cette idée de générosité et de grandeur d'âme vient chatouiller notre désir de nous recentrer sur nous-mêmes. Parfois, nous aimerions avoir plus d'énergie ou tout simplement l'envie d'être plus généreux. Nous pouvons même avoir le sentiment que nous pourrions en faire bien plus. Et vous? Vous définissez-vous comme une personne généreuse ou, à l'inverse, aimeriez-vous l'être un petit peu plus? Alors pourquoi parfois ai-je du mal à être généreux? Première piste. Peut-être parce que j'ai peur de manquer. Vous savez, c'est l'écureuil qui reste près de ses noisettes qui n'a pas du tout envie de les partager avant l'hiver. Eh bien, c'est toujours notre bon vieil homme des cavernes et son cerveau archaïque qui stocke pour pouvoir aux besoins de sa famille. Ou alors c'est Don Salustre, incarné par Louis de Funès dans La Folie des grandeurs, qui est terrifié à l'idée de ne pas avoir assez d'argent. En moins extrême, c'est moi qui, au parc, garde la brioche dans mon sac pour être sûr d'en avoir assez pour mes enfants, au lieu d'en proposer à leurs copains. C'est encore tous ces vêtements que je stocke dans mon placard au cas où, soit parce que j'ai bon espoir de les reporter un jour, soit parce que je n'ai pas le temps de les vendre ou que cela m'ennuie de les donner gratuitement.
Cette peur-là, pour la déraciner, il faut remonter loin, parfois dans notre enfance. Si l'on creuse loin, très loin, cette peur du manque peut être reliée à la peur de la perte, à commencer par celle du petit bébé qui fait une expérience énorme de séparation d'avec son milieu protecteur à la naissance. D'après la psychanalyste Nicole Fabre dans son livre Peur de manquer, l'angoisse du manque, nous mettons en place tous de petites et de nombreuses stratégies qui nous empêchent de penser au manque. On dit bien d'ailleurs que la nature a horreur du vide. Pourtant, le manque est fondamental et il nous constitue depuis que nous avons vécu l'énorme séparation d'avec notre mère lors de la naissance. La peur du vide se manifeste beaucoup plus dans la manière dont on le cache. On évite d'être seul, on fait n'importe quoi pour faire du remplissage. On écoute par exemple plein de musique, on garde, on stocke aussi. Il est facile d'imaginer ensuite que laisser partir ce que nous possédons, soit parce que nous le partageons, soit parce que quelqu'un le réclame, est un peu crispant. Lorsque j'ai du mal à partager, à donner, je peux m'interroger sur ce que j'ai peur de perdre. Une deuxième raison qui peut expliquer notre manque de générosité est que, souvent, nos blessures, nos fêlures, nous font regarder le monde à travers un prisme unique et parfois déformé. Et oui, que se passe-t-il lorsque vous regardez dans vos lunettes dont les verres sont rayés? Est-ce l'arbre qui est flou ou tordu? Ou bien ce sont les rayures qui vous induisent en erreur? Si parfois nous nous braquons ou nous nous mettons en colère à la moindre petite pique, ou nous nous sentons déçus, abandonnés ou encore trahis, c'est peut-être que notre cœur a quelques blessures. Autrement dit, je pourrais dire qu'une terre envahie par les ronces, un peu desséchée ou pleine de cailloux, est peu propice à donner du fruit, à moins d'y faire un peu de jardinage. Une autre raison qui nous empêche d'être généreux, c'est que parfois nous sommes imprégnés depuis longtemps par cette petite phrase que nous avons tous entendue au moins une fois dans notre vie. Vous savez cet adage « trop bon, trop con ». À cause de ce petit refrain qui nous habite depuis notre enfance, nous avons développé une capacité mais intersidérale à nous méfier. Là encore, nous retrouvons cet esprit archaïque d'avoir peur de se faire avoir. Parfois même dort au fond de nous ce petit besoin de reconnaissance et ce besoin de se sentir utile. C'est important d'essayer de débusquer tous ces petits actes de générosité qui sont en fait des petits arrangements avec nous-mêmes, qui viennent combler notre soif de reconnaissance, notre besoin de briller, d'être admiré, de ce besoin aussi de contrôler. Par exemple, si je dis non à ce dossier, mon boss hésitera à me donner une prime, ou si je n'invite pas des amis à dîner, on pourra dire de moi que je suis une radine. Et puis, apprendre à dire non fait-il de moi une personne moins généreuse? Je vous renvoie à notre podcast 38, J'apprends à dire non. Rappelez-vous, désaccord ne veut pas dire désamour. Parfois, j'ai du mal à exprimer clairement ce que je pense et le résultat ressemble un peu à un espèce de sac de nœuds, comme par exemple une amie me demande de prendre ses enfants un après-midi. J'aimerais bien et en même temps, j'ai une très grosse semaine sans avoir pu passer de vrais moments avec mes enfants. J'ai peur de me sentir jugée si je refuse. Résultat, je bafouille un oui peu convaincant et mon ami ne sait plus bien à quoi s'en tenir et moi, je me retrouve coincée. Parfois, c'est la générosité des autres qui va me mettre mal à l'aise, parce que je peux croire que je ne mérite pas d'être aimée. Je coupe court aux compliments qu'une collègue me fait sur ma coupe de cheveux. Je bredouille que je n'ai pas fait grand-chose lorsqu'on me félicite pour un plat, ou encore, quand des choses merveilleuses m'arrivent, je suis persuadée que cela va s'arrêter. Je peux être mal à l'aise aussi parce que je pense devoir absolument donner en retour. Je suis inconsciemment dans un rapport marchand. Je pense à cette voisine qui nous a enfin demandé un service au bout de 3 ans, juste après que nous lui ayons demandé si elle pouvait nous dépanner d'un œuf. Nous avons ressenti qu'elle attendait cette occasion depuis des mois. Pourtant, nous aurions été vraiment heureux de l'aider sans que ce soit réciproque. Et puis aussi, parfois, la joie de vivre des autres me renvoie comme un miroir mes fragilités et mon incapacité à aimer plus. Alors je critique, intérieurement ou à voix haute, de ce copain qui est toujours le premier à rendre service, qui n'est jamais fatigué et toujours positif, cette grand-mère qui prend tout le temps ses petits-enfants et qui fait avec eux 1000 activités. Et ça m'agace. Au fond, cela me montre mes différences et peut-être aussi mes regrets. Allez, je change de regard. En fait, ce dont je me suis rendu compte au fil de mes accompagnements, c'est qu'une personne heureuse est naturellement plus généreuse. Alors,
Première question que j'ai envie de vous poser. De quoi ai-je besoin pour être plus heureux? Je peux prendre le temps pour répondre à cette question et la partager avec une personne de confiance. Est-ce que c'est me sentir plus valorisé, plus aimé? Quels sont mes besoins? Peut-être tout simplement ai-je besoin de sommeil, de me sentir utile. J'ai depuis longtemps l'intuition qu'être altruiste est plus épanouissant que d'être égoïste. Et puis cette intuition, des chercheurs l'ont scientifiquement prouvée, en particulier par une étude menée en 2016 par le docteur Catherine Nelson, professeure de psychologie dans le Tennessee et qui a publié dans l'American Psychology Association. 473 personnes volontaires furent séparées en 4 groupes. Chacun des groupes se vit assigner une tâche pendant 6 semaines consécutives. Le premier groupe fut chargé de poser des actes bons pour la planète, pour le monde en général, ramasser des déchets par exemple. Le second groupe fut chargé d'être particulièrement bienveillant et aidant envers leurs proches. Faire preuve de gentillesse comme livrer un repas à quelqu'un, rendre un service, faire une conduite supplémentaire, apporter un café. Le troisième groupe, quant à lui, reçut la consigne de poser des actes de gentillesse envers eux-mêmes, comme par exemple faire plus de gym, prendre un jour de congé. Et enfin, en tant que groupe témoin, le quatrième groupe fut chargé de ne rien changer à ses habitudes. Chacune des personnes remplit un questionnaire avant et après l'étude. Ce questionnaire avait pour but d'analyser leur bien-être psychologique, émotionnel et social. Et il leur a été aussi demandé de faire un bilan hebdomadaire de leurs émotions agréables et désagréables. Alors, les résultats? Sans surprise, les personnes manifestant de la bonté et de la générosité envers les autres ressentent des émotions positives et plus largement un épanouissement durable. Ce que nous avons trouvé plus surprenant, c'est que l'état émotionnel des personnes du troisième groupe, celles qui devaient se faire du bien à eux-mêmes, n'avait pas bougé, ni moins ni mieux. En conclusion, s'offrir à soi-même ces petits plaisirs n'a pas d'impact profond sur notre bien-être, tandis que prendre soin des autres améliore scientifiquement notre bien-être. Alors, comment mieux donner si cela rend plus heureux? Eh bien, c'est simple. Une personne généreuse est avant tout une personne dont le réservoir d'amour est plein. Et à partir de là, c'est scientifique physique. Il est plus facile de verser de l'eau avec une cruche remplie qu'avec une cruche vide. Cela me fait penser au merveilleux livre pour enfants de Tom Rath, How Full is Your Bucket? Je traduis à quel point ton réservoir est-il rempli, qui lui-même a été adapté de la version d'adulte. Honnêtement, allez-y, c'est incroyable. C'est un petit bijou qui illustre de manière amusante et très quotidienne la journée d'un petit garçon nommé Félix. Notre petit Félix, dès le matin, rencontre plein de petites déceptions. Embêté par sa petite sœur, pressé par une maman stressée alors qu'il vient de se réveiller, moqué par un camarade dans le bus qui l'emmène à l'école, autant de petites gouttes d'eau qui s'échappent du seau invisible qui flotte au-dessus de sa tête. Son grand-père lui explique en effet que nous avons tous un petit seau d'amour flottant au-dessus de nos têtes. Quand il est rempli, nous nous sentons bien. Quand il est plutôt vide, nous nous sentons maussades, agressifs ou tristes. Plus tard, dans la journée, la tendance s'inverse pour notre petit Félix. Après le compliment de la maîtresse, Félix ressent que son réservoir se remplit à nouveau. Puis encore à nouveau lorsqu'il vient au secours d'un enfant triste sur le banc de la cour de récré ou à la rescousse d'un plus âgé ayant laissé tomber son paquet de copies sur le sol. Et là, comme par magie, Félix réalise que contribuer à remplir le seau d'amour des autres remplit instantanément le sien. Nous sommes nombreux à connaître cet adage du seau vide et du seau rempli. Mais arrivons-nous à nous en rappeler concrètement dans notre vie quotidienne? La générosité dans les relations humaines, c'est peut-être avant tout de faire preuve de bienveillance, de se mettre à la place de l'autre. Faire preuve de générosité, pour moi, c'est par exemple replacer les choses dans leur contexte régulièrement. Comme par exemple, cette petite vieille dame qui me grille la place ouvertement dans la file et sans gêne au supermarché. Notre garçon qui renverse rageusement son assiette par terre. Cet ami qui ne prend pas de nouvelles ou ne propose pas son aide alors que j'en aurais cruellement besoin. Dans ce genre de situation, quelle est ma réaction? Suis-je à cran? Est-ce que je démarre au quart de tour, bien déterminée de montrer à cette petite vieille qu'elle exagère et à me fâcher auprès de mon petit garçon? À me renfermer sur moi et à bouder parce que cet ami ne se manifeste pas?
Je peux aussi me rendre compte que leur réservoir est peut-être un peu vide à eux aussi. Et je peux faire le choix de renverser, non pas mon assiette, mais la situation, et de rester aimable. Et alors, sans nul doute, cela limite les dégâts, et mieux, cela adoucit les relations, et ça va peut-être aussi remplir le seau de celui à qui je m'adresse. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Premièrement, générosité bien ordonnée commence par soi-même. Deuxièmement, à l'image des vases communicants, je peux donner quand je suis moi-même consciente de ce dont j'ai besoin et de ce que j'ai reçu. Et troisièmement, être généreux est tout à fait compatible avec la prudence et la justesse. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, je prends le temps de me demander brièvement si mon réservoir d'amour est plein, ou bien si mon seau a une petite fuite. Et la petite mousse de la semaine nous est servie par Esther Johnson. Et elle dit « Apprendre à donner, à être généreux, c'est commencer à devenir riche. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.